Est-ce que ça va toujours? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les sushis ici? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas? Ok, c'était juste ma question. Vous comprendrez plus tard. Alors, moi je suis, pour la petite histoire, organisatrice, l'une des organisatrices du DevFest Nantes. Et je suis très contente parce que aujourd'hui, Nicolas et Charline, qui travaillent tous les deux chez OnePoint, ils vont vous présenter un outil qui a été créé pour leur stand au DevFest Nantes, testé et craché aussi un peu. Hein. Voilà. Donc c'est avec plaisir que Charline et Nicolas, vous allez pouvoir nous présenter tout ça. Merci Annabelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous proposer pour ce soir de vous glisser dans la peau d'un service pour un bar à sushi. Du coup, c'est La Brigade et bienvenue chez nous à La Brigade. Attends, on est peut-être à peine près quand même, Charline. Bon, en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a un QR code qui vient de s'afficher là, le scanner et rejoindre la page, ou pas. Non, mais on aime bien l'effet démo ici. Donc, on va peut-être pas jouer sur ce magnifique jeu Chrome. Tu veux qu'on envoie quelqu'un sur scène faire des claquettes ou... Oh, on va y arriver, on va les faire nous-mêmes, les claquettes. C'est gentil. Pour ceux qui ont eu s'il y en a qui ont réussi, au pire, je vous explique. La page, c'est la page que vous allez avoir à gauche. Et je me décale. Vous allez pouvoir rentrer un login pour accéder à la page. Bon, c'est bon? Du coup, oui. Alors normalement, on n'est pas prêt, mais on est prêt. Mais là, on n'était vraiment pas prêt. Donc en gros, ce que vous allez faire là autour de ce jeu, qui est en fait une représentation des outils qu'on a pu mettre en place dans les applications DevFest, c'est qu'on simule une salle de service de bar à sushi. Donc vous allez être les serveurs et vous allez aller auprès des tables, prendre les commandes, puis les transmettre en cuisine et une fois que ce sera prêt, aller servir les plats. Est-ce que du coup, vous êtes prêts ? Ok, on va juste voir avant comment ça fonctionne dans l'application. Alors, tout d'abord, quand vous accédez au service qui est à droite, vous avez une page où vous allez pouvoir voir tous les serveurs qui arrivent au fur et à mesure. Une fois que le service sera lancé, vous pourrez voir les différentes commandes et tables qui sont prêtes à prendre commande. Vous pourrez prendre les commandes de ces tables et ensuite les envoyer en cuisine pour pouvoir les servir. Bon, c'est bon, on est prêt, on va pouvoir commencer. Juste avant de commencer, du coup, on va y arriver. Du coup, je suis avec Charline, qui est lead tech spécialité front-end à OnePoint. Et moi, je suis accompagnée de Nicolas, qui est lead tech plutôt back, et à OnePoint aussi. Bon, allez, c'est parti, on ouvre. Pour ceux qui n'avaient pas réussi à scanner le code, on vous le laisse ici et pendant ce temps-là, on va vous expliquer un peu ce qui se passe dans ce service en mode synchrone. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir prendre des commandes, sachant qu'il y a un petit trick, c'est qu'il faut... Ce petit bouton-là va vous permettre d'actualiser, puisque nous sommes en mode synchrone, donc il faut régulièrement aller voir ce qui se passe. Et vous allez pouvoir prendre des commandes, puis les envoyer en cuisine. Et donc le back-end va préparer les plats et à un moment va vous rendre la main, et vous pourrez aller les servir aux différentes tables. Bon, normalement, là, vous voyez que c'est pas très très rapide. Ouais, c'est pas très efficace. La salle, elle est obligée d'attendre devant la cuisine, savoir quand est-ce que les plats sont prêts pour pouvoir les renvoyer aux tables. Au final, ce serait quand même cool d'être vraiment plus réactif. Personne ne fait ça de toute façon, même dans un restaurant. Donc en gros, nos API, elles sont parfois lentes. En tout cas, les traitements que vous allez opérer, ils peuvent prendre plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes. Et ça va évidemment dépendre de vos applications et puis potentiellement de vos problématiques.
Parce que si vous êtes un marketplace ou si vous êtes une appli de gestion interne, évidemment, vos enjeux de temps de réponse, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc la notion de lenteur n'est pas du coup la même non plus. Ça pose quand même le problème de l'écran bloquant. Ça a plusieurs incidences. Le premier, c'est que ça ne va pas être forcément fluide pour vos utilisateurs. Vous l'avez vu, on a des loaders qui se chargent, on ne peut pas recliquer ailleurs, etc. On va avoir potentiellement des problématiques liées à des timeouts. Ceux-là, ils sont généralement portés par soit directement vos backends, soit nos infrastructures, comme des API managers, des routeurs ou n'importe quel autre système qui peut être entre votre front et votre back. Et puis on a un dernier chose qui devient de plus en plus courant quand même, qui est le fait que vous allez avoir des architectures où vous allez déléguer des services, donc soit en mode orienté microservice ou équivalent, et où vous allez avoir des tâches de fond. D'ailleurs, vous n'êtes absolument pas obligé d'être en microservice pour avoir des tâches de fond, mais en gros des choses qui sont déléguées à l'extérieur. Bref, est-ce qu'on serait prêt en front à être plus réactif ? Au final, en front, on a déjà des choses qui existent. En JS, on a les promesses, donc c'est fait. Et puis, les promesses, ça permet de réagir quand on reçoit un événement, de pareil quand il y a une erreur, ou dans tous les cas, de faire certaines choses. Le seul truc, c'est que du coup, c'est un peu à usage unique, et une fois qu'on a reçu la donnée, c'est fini. Il y a d'autres trucs qui existent, comme RxJS, une librairie qui va permettre de manipuler des observables. Donc, du coup, on commence à rentrer dans les notions de flux, et du coup, un peu d'usage infini, puisqu'on va pouvoir émettre autant de valeurs qu'on veut, autant de temps qu'on veut, et puis dire, c'est bon, on a fini de faire ce qu'on veut faire. Il suffit de se souscrire. Pareil, on peut faire des choses quand ça fonctionne, quand ça ne fonctionne pas. Et là, on a aussi la possibilité de réagir quand ça se ferme et que c'est terminé. Si on fait un petit état des lieux, on sait réagir, parce qu'on a plein de choses. Ce qui est cool, c'est que c'est natif, donc c'est compatible un peu importe le framework qu'on fait, on est capable de faire. Et puis, il y a des nouveautés qui font que c'est encore plus simple de jouer avec toutes ces notions asynchrones. Mais il reste quand même une question, c'est comment est-ce qu'on va essayer de récupérer la donnée ? Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, dans vos applis, de vous avoir à répondre à ce genre de questions, mais généralement, la première réponse qu'on a, c'est de faire du polling. Alors en gros, si vous ne savez pas ce que c'est le polling, ça consiste à venir récupérer périodiquement et régulièrement une information. Et donc nous, ça transforme sur notre service, si on reprend notre cas de la brigade, où en fait, vous allez transmettre la commande en cuisine, et pendant que la commande est en cours de préparation, vous allez pouvoir aller chercher des nouvelles commandes, mais par contre, régulièrement, vous allez venir demander à la cuisine dans quel état est-ce qu'elle se trouve. Et pendant plein de requêtes, parce que là, il n'y en a que 2 sur le schéma, mais en vrai, pendant plein de requêtes, vous allez avoir une réponse qui ne vous concerne pas, donc comme quoi c'est vide, et à un moment, la commande va être prête et vous pourrez aller la servir. Et donc là, on vous propose maintenant d'expérimenter ce deuxième cas d'usage en mode polling. Donc là, en gros, ce qui va se passer côté back-end, il y a un petit changement, c'est que la requête, quand on va passer la commande en cuisine, elle va rendre la main en disant « c'est bon, j'ai reçu la commande ». Elle va lui donner son identifiant, ce qui va permettre au front de venir récupérer, enfin poler littéralement, le back-end. Alors, on a mis un petit malus, parce que évidemment, nous, dans cette appli-là, le back-end, il ne fait pas grand-chose, il n'est pas très long en termes de temps de réponse. Et le petit malus, je pense que vous avez tous vécu ça, ça correspond à ce chef de projet ou équivalent qui vient vous voir en vous tapant sur l'épaule pour vous dire où est-ce que vous en êtes. Vous savez très bien que ça, quand vous faites ça, ça vous casse dans votre travail et ça vous fait perdre du temps. Là, en gros, on a un petit malus qui est fait comme ça. Ce qui est cool, c'est que du coup, l'utilisateur il va être libéré, il n'est plus obligé de passer son temps devant la cuisine pour savoir comment ça se passe, il peut faire plein de choses. Mais par contre, on va quand même essayer de regarder un peu les impacts que ça a. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, il est libéré, mais par contre, il est un peu aveugle sur ce qui se passe. Donc, il est obligé d'aller chercher l'information pour pouvoir savoir l'état de la cuisine et savoir ce qu'il doit faire. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il arrive quand même à avoir les informations
sans attendre trop longtemps. Du coup, le back-end, il a aussi libéré des timeouts qu'on a vus tout à l'heure. Mais bon, c'est à quel prix? Parce qu'au final, on a quand même une question qui reste, c'est qu'est-ce qui se passe avec les ressources? Oui, parce que quand vous faites du polling, vous requêtez le serveur beaucoup plus souvent qu'il n'a d'informations à vous donner. Enfin, normalement. Ce qui fait qu'il y a une grosse question qui se pose. Il y a quelles sont les ressources qui vont être nécessaires, mais derrière cette question, il y a la question de la fréquence. C'est-à-dire à quel rythme vous allez retourner chercher de l'information auprès de votre back-end pour ne pas rater l'info dont vous avez besoin. Parce qu'au final, trop long, on n'a pas assez d'infos, on risque d'avoir des erreurs, des accès concurrents sur certaines actions que l'utilisateur peut faire. S'il y a 2 serveurs qui vont voir la même table, ça risque d'agacer tout le monde. Trop court, on surcharge le serveur et ça marche plus. Et puis, il reste un cas. Et d'ailleurs, là, avant de parler de ce cas-là, probablement vous avez du mal à prendre les commandes parce que vous êtes assez nombreux dans la salle pour qu'il y en ait un qui clique et que les autres, le temps qu'ils cliquent, en fait, la commande, elle est déjà prise. Donc là, clairement, le polling, il n'est pas adapté à ce qu'on a à faire. Et le pire des cas, c'est quand même le cas où c'est ni trop long ni trop court, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un cycle qui est fluctuant au fil du cycle de vie. Par exemple, c'est quand vous envoyez votre commande en cuisine. Si vous commandez 5 plats, le temps de préparation des 3 premiers plats, vous vous en fichez d'être là régulièrement. Par contre, entre l'avant-dernier et le dernier plat, vous voudriez avoir toute l'information pour être capable d'aller chercher toute la commande dès qu'elle est prête, en tout cas le plus près du moment où elle est prête. Et donc ça, à modéliser, c'est un petit peu l'enfer. Et en plus, cette modélisation, elle a lieu dans le front. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Parce que nous, côté front, on n'a pas envie de passer notre vie à gérer les appels. On voudrait que le client il se connecte une fois et que ça soit fait, que les IHM réagissent en fonction des informations qu'ils reçoivent et des différents états, et puis de laisser la logique au bac. Comme ça, on va pouvoir dire ma petite phrase favorite, c'est toujours la faute du bac. Et côté bac, alors nos préoccupations, elles sont un petit peu différentes. Le premier, c'est que nous, on voudrait que le bac ne soit sollicité que quand il y a des changements. Et donc finalement, c'est lui qui devrait avoir la main sur la publication des changements. Ce qu'on voudrait éviter, c'est d'avoir aussi besoin de doubler les ressources. Ça veut dire qu'en fait, alors il y a un petit lien entre les deux éléments, c'est que si le bac ne vient plus vous chercher le front, ne vient plus vous chercher des informations en permanence, ça va vous libérer de la charge et vous limiter ces impacts RAM-CPU. Alors il y a d'autres tricky dans ce qu'on va vous présenter, mais sur la partie RAM-CPU, en tout cas, ça va être un peu mieux. Et la dernière chose quand même, c'est qu'on voudrait éviter de changer de trop les habitudes des gens qui produisent les applications pour des questions de montée en compétences, d'efficacité, etc. Côté bac, c'est bon, vous savez faire la gestion d'événements, non? Ça fait un moment, là, des années même, que vous nous tannez, nous spammez de confs sur Kafka, les microservices et tout. Ouais, bon mais là, c'est pas trop le sujet. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, nous, on va vraiment vous parler des server-sent events. Donc, c'est-à-dire de vraiment ce qui va se passer entre un front et un back sur du protocole HTTP. Mais cette fois, avant de vous laisser expérimenter, on va essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour que vous voyez à la réaction les impacts de ce changement. Bon, un petit peu d'histoire. Ça, le SSE, a été proposé en 2006, ça fait quand même un moment, dans les navigateurs Opera. C'est basé sur l'API JavaScript Event Source. Et ce qui est sympa, c'est que c'est supporté par tous les navigateurs, hors IE, mais bon, maintenant, je pense qu'on est plus grand-chose qui utilise IE. Il n'y en a plus. Du coup, ça ressemble à quoi, cet event source? Moi, je voulais représenter sous forme d'interface. J'ai enlevé tout ce qui n'était pas intéressant. Mais dedans, on a la possibilité d'avoir une URL, with credential, qui permet de passer les credentials. On a une propriété ready state qui a 3 valeurs, connecting, open and closed. J'attire votre regard sur le 0, 1 et 2. J'ai cliqué au même endroit. Et qui est en fait, comme c'est une énum, c'est les 3 valeurs possibles. Ça, on reviendra plus tard dessus. Ensuite, on a des handlers, le onOpen pour l'ouverture, le onMessage et le onError. Ces handlers, au final, ils permettent d'avoir des événements. Dedans, il y a une data, peu importe le type, un type avec la string et un last event ID.
Voilà, et puis on a 2 méthodes qui sont pratiques. Le close pour fermer, pour essayer de faire le ménage derrière vous, et le add event listener pour essayer de faire des custos et faire plus, pour éviter de juste jouer sur le on message. À quoi ça ressemble au final côté navigateur dans votre console? Au final, vous avez ça. J'ai fait un copier-coller de base. Vous avez l'event avec son type et puis la donnée qui au final a toutes les informations qui sont envoyées par le serveur. Donc, si on fait une petite synthèse, c'est sous le protocole HTTP, vu que c'est un type, c'est un content type event source. Ça a un impact assez positif sur les performances, même si c'est pas aussi performant que WebSocket, mais ça reste intéressant. Et surtout, c'est une solution native, donc assez simple d'implémentation, et donc que ça soit côté front, mais aussi au final côté back avec les streams, même s'il y a quelques limites qu'on va voir. Justement, Charline, tu as parlé de WebSocket. On va juste rapidement pointer les quelques différences qu'il y a avec WebSocket. La principale différence qu'on a entre SSE et WebSocket, c'est que c'est un flux. Alors du coup, que WebSocket est un flux bidirectionnel. C'est-à-dire que SSE, c'est bien votre serveur, comme son nom l'indique, c'est bien votre serveur qui envoie des événements auprès de ses clients. WebSocket, vous ouvrez un tunnel en fait entre vos deux machines et tout le monde communique en événementiel. Donc c'est pas du tout la même approche et ça va modifier complètement l'approche côté front. C'est aussi un protocole spécifique. WebSocket, c'est pas sur HTTP, au contraire de SSE. Alors même si aujourd'hui il y a des librairies qui essaient de faire du WebSocket sur HTTP, mais à la base c'est pas le cas. Ce qui fait que vous avez une attribution dynamique des ports à l'ouverture de vos tunnels, et ça côté infra généralement ça passe pas bien. Et donc le dernier, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est une complexité d'implémentation, que ce soit côté front ou côté back, qui est supérieure à WebSocket, parce que en fait, vous cassez, ou en tout cas vous modifiez les habitudes de vos équipes, qui sont quand même plutôt habituées aux API orientés REST, qu'on a aujourd'hui un peu partout. Et ça impose aussi des librairies très spécifiques. Tout ce que vous allez voir, ou quasiment tout ce que vous allez voir là dans la suite, c'est du natif au framework standard, et voire même au langage, comme vous avez déjà présenté Charline, côté front. C'est parti pour la version SSE. Encore faut-il qu'on la lance. Hop. Et ici, il y a un petit problème. Alors, je pense que vous avez dû vous reconnecter. A priori, vous étiez trop nombreux pour le conteneur, et du coup, il a redémarré tout seul. Donc là, normalement, vous voyez vraiment sur vos écrans les commandes qui arrivent vraiment au fil de l'eau, et dès que l'un d'entre vous clique quelque part, on devrait avoir les tables augmentent très très vite. Mais vous voyez que l'écran bouge tout seul là où tout à l'heure c'était compliqué. Et on a déjà pas mal de choses normalement qui se passent. Alors voilà, alors ça va très très vite. Hein. Ça peut être le problème. Ouais, ça va quand même vraiment très très vite. On voit déjà le nombre de tables servies qui augmente très très vite, et on ne voit pas, les délais sont vraiment aléatoires. Donc ça, c'est ce qui montre que en fait, on réagit directement à l'arrivée de nouveaux événements. Est-ce que je suis sur le bon focus? Oui. Ok. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on arrive un peu à concevoir et à imaginer nos flux SSE? Alors oui, parce que la première difficulté, ou en tout cas le premier changement de paradigme qu'on a quand on fait du SSE, c'est qu'on va passer la conception entre votre back et votre front en mode event-driven design. Faut pas que j'essaie de le dire trop vite. Donc là, on va vous proposer quelques bases théoriques pour un peu vous retrouver dans tous ces éléments orientés événements. Juste petit disclaimer, ceux qui sont habitués à un peu cette conception orientée événement, ça va paraître un peu évident. La première question qu'on va se poser avant tout, c'est qu'est-ce que c'est qu'un événement? Alors, la première chose, c'est qu'un événement, c'est un fait qui s'est passé. Par exemple, la commande 42 est prête. L'événement, il va être immutable puisqu'il est passé dans le temps. Donc, en gros, on ne va pas pouvoir modifier ce qui s'est passé.
Et le troisième élément, c'est qu'un événement va déclencher du coup une réaction vers celui qui le reçoit. Là, on a typiquement eu l'événement et moi, j'ai réagi plus ou moins bien à ce qui vient de se passer. Malgré cette définition qui globalement est partagée à tous les types d'événements, on va retrouver deux grandes familles pour produire et consommer les messages. On vous en dit un peu plus. Les queues et les topics. Du coup, la notion de queue, c'est un peu, au final, c'est même totalement une file d'attente classique. On a un producteur qui dépose un message dans la file, une personne, un consommeur le reçoit, l'accuse et dit c'est bon, je vais le traiter, et le message disparaît de la file, il n'est jamais distribué deux fois. C'est un peu le modèle standard qu'on a dans Kafka, RabbitMQ, même s'il y a d'autres modèles qui existent. Pour les topics, là, la différence, c'est qu'on va avoir un canal de diffusion. Le producteur va publier une fois dans le topic et tous les abonnés qui sont inscrits à ce topic vont recevoir une copie simultanément et le message va au final être envoyé à chaque personne. C'est un peu, on va dire, un peu comme du broadcast. Au final, nous, dans notre restaurant, on a les deux, parce qu'on a la queue, qui est un peu l'équivalent du bon de cuisine. Il est pris en charge par un serveur. Parce que s'il y a 3 serveurs qui préparent votre commande, après qu'elle arrive en triple sur votre table, vous n'allez pas pouvoir tout manger, c'est pas possible. La partie topic, c'est un peu l'écran d'affichage de la salle où on voit toutes les commandes qui arrivent, là, on le prend et on fait des choses dessus. Tous les serveurs, en fait, voient les mises à jour en même temps. Ces deux modes, ils impliquent quand même du coup des façons différentes de réagir. Et surtout, donc, du coup, de consommer ces messages. On va retrouver entre autres le consommateur versus l'abonné. Et donc côté consumer, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre producteur de messages qui va mettre quelque chose dans la file d'attente, et votre consommateur, lui, il va récupérer son message. Et ce qui est très important dans ce genre de file, c'est qu'ils disent à la file, c'est bon, je traite ton message, pour ne pas que ce message soit consommé par quelqu'un d'autre. Ce mode de consommation, en fait, il assure vraiment le fait que le message soit lu une seule fois et qu'il n'y ait pas de message de perdu. C'est globalement le modèle de worker en traitement asynchrone qu'on va retrouver un peu partout. Côté subscriber, là, pour le coup, c'est un peu différent, parce que là, le but, c'est vraiment que tous les abonnés puissent réagir au même message. Donc là, en fait, c'est ce qu'on met donc, du coup, dans un topic. Et donc là, en fait, à chaque fois qu'on va publier un message, on va envoyer à tous les abonnés qui sont abonnés. Par contre, le problème qu'on a là, c'est que dans le cas du subscriber 2, ben, clairement, il n'est pas présent au moment où le message A est publié, donc il ne l'aura jamais. Ça veut dire qu'il faut être capable de reconstruire, enfin, ou de construire d'ailleurs tout court, un état avant ou au moment de l'abonnement. Généralement, ça se fait au retour de l'abonnement, en tout cas en SSE. Mais voilà comment on peut faire. Et donc, du coup, en fait, la grosse différence ici, c'est qu'on n'a pas de garantie de livraison. Et la question qu'on pourrait se poser aussi derrière ça, c'est est-ce qu'on peut filtrer les messages? Parce que peut-être que si on a des infos sur les commandes ou des infos sur les serveurs, on n'a peut-être pas envie que ça fonctionne de la même façon. Tout à l'heure, je vous ai parlé des types de messages. Au final, nous, dans l'appli, on va en avoir plusieurs. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné un peu tous les messages dans un flux, mais on a mis 3 types de messages. Les messages de type player pour tout ce qui est gestion de la salle d'attente, les messages de type room pour savoir si le service est ouvert ou il est fermé, et les messages type order pour gérer tout le cycle de vie de la commande. Il y a un truc à faire attention, c'est pas de faire un fourre-tout et tout mettre dans le même type de message, parce que du coup, vous allez déplacer la logique dans le front qui va devoir essayer de recalculer pour savoir où est-ce qu'il en est et quoi faire. Ça permet aussi au back de faire un filtre propre en fonction des rôles de chacun. Et puis, au final, ce qui est quand même à retenir, c'est qu'on évite de mettre le métier dans le front. Donc, laissons tout ça au back. Donc justement, le filtrage, en fait, on va avoir 2 façons de filtrer un utilisateur pour les messages auxquels il pourrait avoir accès ou non. Le premier, c'est d'avoir plusieurs flux d'événements. Typiquement, là, vous êtes rentré dans une salle et vous vous êtes abonné, alors vous ne l'avez peut-être pas vu parce que c'est dans vos applications, mais vous êtes abonné à un flux d'events qui correspond à l'identifiant de la salle. Peut-être que vos utilisateurs ne vont pas avoir le droit de s'abonner à cette salle-là parce qu'elle est d'un type donné. Alors nous, on n'a pas ça aujourd'hui dans cette application-là.
Mais en gros, ça, c'est des filtrages standards. Ça veut dire qu'en gros, quand vous allez tenter de vous abonner, vous allez avoir une 403, vous n'êtes pas autorisé. Donc ça ne change rien. Donc en gros, on n'accède pas à la ressource. La deuxième façon, c'est de filtrer à l'émission. Vous allez voir tout à l'heure, dans les morceaux de code qu'on va vous présenter, on va vous présenter comment est-ce qu'on envoie les messages. Il est possible, si on avait plusieurs typologies de serveurs, par exemple des serveurs qui commandent et des serveurs qui servent, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, eh ben, ils n'auraient pas besoin des mêmes messages. Et là, à ce moment-là, il faudrait filtrer en fonction du rôle, donc typiquement un rôle qu'on va retrouver dans un Spring Security ou n'importe quel outil qui vous fait de la gestion de rôle. Et donc là, vous n'enverrez les messages qu'à vos abonnés qui ont le bon rôle. On va vous montrer où ça se situe après dans le code. Au final, sur le SSE, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu un mécanisme de pub-sub un peu natif HTTP, puisque le client s'abonne, le serveur publie, on n'a pas besoin de Kafka, on n'a pas besoin de RabbitMQ ou d'un broker dédié pour tous vos clients web. Le serveur, c'est le publisher, et les navigateurs, c'est les subscribers. C'est là toute la force du SSE. En fait, au final, c'est plutôt très simple. Et on reste dans le modèle HTTP, on ne change rien à l'infrastructure. Alors, rien à l'infrastructure, mais il y a quand même deux choses qui vont changer. Le premier, c'est au niveau de la conception, on en a un petit peu parlé, c'est que vous allez introduire la notion temporelle. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui va se passer, comment vont réagir vos applications ou vos morceaux d'écran à un événement qui pourrait se produire. Et ensuite, le deuxième élément, c'est toute cette notion de ségrégation par rôle ou pas que vous allez devoir ou pouvoir mettre en place en fonction de ce que vous avez besoin dans vos applis en termes de règles de gestion. Le graphique un peu mis à jour, il est pour toi. Au final, on va s'abonner via un GET. Ensuite, on va plutôt envoyer toutes les actions qu'on fait via des posts. Et le serveur va nous envoyer au fur et à mesure les mises à jour qu'il a de la salle ou de chaque commande pour dire si une commande elle est en cours, quel est le nombre de plats qui sont prêts. Et c'est ce qui permet d'afficher un peu cette notion de progrès, qui est assez intéressante pour l'utilisateur. Et c'est ce qui se passe. Il reste quand même une question de conception qui est posée par le SSE, c'est comment faire si notre back-end il est multi-instance. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ces problématiques-là. Généralement, on parle de problème d'affinité, ou plus précisément d'affinité de session. Globalement, l'idée, c'est de dire, si vous avez un back-end qui est multi-instancié, donc c'est bien le même back-end avec plusieurs instances, et donc les utilisateurs, les charges elles vont être réparties sur vos deux systèmes. Et si vous avez une base de données centralisée, donc généralement c'est le cas quand vous êtes sur ce genre d'architecture, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que je sais qu'un événement s'est produit dans l'autre back-end? Et cette question-là, elle n'est pas très simple à répondre, donc on va vous poser plusieurs voies, mais il n'y a pas de solution miracle. Quelque part, la solution miracle, c'est d'avoir un back-end, mais ce n'est pas toujours possible. La première solution, c'est de faire communiquer les deux back-ends au travers d'un bus. Mettez-y la techno que vous voulez, mais là, on va retrouver nos Redis, nos Kafka, nos outils qu'on peut aimer, mais en tout cas qui peuvent être un petit peu lourds à mettre en place. Et il va falloir que vous gériez de la synchro entre vos deux back-ends sur les événements pour qu'ils puissent publier les événements à ceux auprès desquels ils sont abonnés. Donc ça, c'est une première option. La deuxième option qu'on a, qui peut être portée par des infrastructures type back-end for front-end, c'est que vos utilisateurs vont être branchés en SSE à votre premier back-end, le back-end for front-end. Par contre, tout le reste se fera en synchrone vis-à-vis de back-end multi-instanciés. Si vous devez ensuite multi-instancier votre back-end for front-end, vous avez les mêmes problèmes, on recommence, c'est que ce n'est pas la bonne solution. Et si vous avez vraiment de la chance, vous êtes sur une base de données qui accepte, qui a un driver qui va être réactif. Et donc, vous pourrez construire un back-end qui est totalement réactif depuis la mise à jour de la donnée au niveau de votre application. Ce n'est pas du tout notre cas ici. Là, on ouvre vraiment ces phases de conception pour vous montrer que ça peut, dans certains cas, être un peu plus compliqué que ce qu'on vous montre, que ce qu'on essaie de vous montrer. Et donc, du coup, si vous rentrez dans ces patterns-là, il y a vraiment des réflexions à avoir en termes d'architecture, de charge, etc. Et ce n'est pas la majorité, en tout cas, ce n'est pas les cas, nous, qu'on a rencontrés
pour ce pattern-là. Au final, nous, sur notre brigade, on va rester simple, on va garder le strict nécessaire. On a une seule instance et on a un flux passal qui est filtré sur les rôles. Maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est l'implémentation. Alors l'implémentation que vous allez voir là, c'est pas juste la partie théorique, c'est vraiment le code qui a été produit sur l'appli que vous avez à droite et qui est tiré d'un certain nombre d'applications qu'on a pu faire sur ce SSE, entre autres, comme le disait Annabelle tout à l'heure, au moment des DevFest, et qui nous ont permis d'aller creuser un peu cette techno-là et de voir comment ça fonctionnait. Et donc du coup, on va repasser tout le cycle de vie. Mais du coup, côté front, le premier truc à faire, c'est de se connecter. Donc, pour se connecter, on utilise l'event source, on prend le message. À chaque fois qu'on reçoit un message, on va parser la data, puisqu'en fait, c'est une chaîne de caractères. Donc, on commence par la parser, et ensuite, on va faire une action. Je vous parlerai plus tard de toutes ces actions. On peut gérer les erreurs, et on peut aussi, et on doit aussi, fermer le flux et pas le laisser ouvert, parce que sinon quand vous revenez, vous pouvez avoir des éléments qui se mettent à jour alors que vous pensez que vous ne trouvez pas plutôt d'où ils viennent. Côté back-end maintenant, on va être, en tout cas là, nous on est sur du Spring, donc si vous êtes habitué à utiliser du Spring, on va être sur du REST Controller, ce qu'il y a de plus classique. La seule différence qu'on va avoir, c'est vraiment au niveau du producer, ce meta-type là, qui est le text event stream, pour lui dire je vais produire un stream, donc la réponse ne sera pas fermée. Donc ça, c'est ce qu'on va dire à notre client. Et derrière, on va retourner un simple objet SSE emitter, qui est un objet du framework Spring, et qui va être instancié avec un identifiant. Donc là, ici, on va avoir un UID qui va servir après plus tard pour le retrouver. Et on renvoie cet émetteur en réponse de notre requête HTTP. Et c'est comme ça que votre flux entre votre client et votre back-end est ouvert. Bon, maintenant qu'on est connecté, on va chercher à se mettre sur écoute. Donc là, moi, j'ai fait le choix de le faire avec des observables, mais on peut aussi le faire en React. On l'a déjà fait. J'ouvre un observable et du coup, sur le listener de la room, des événements de la room, à chaque fois que je vais... Donc j'ajoute un listener, vu que c'est la méthode dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir gérer les types qui sont différents. Et donc à chaque fois que je vais recevoir une information, je vais émettre dans l'observable une nouvelle donnée. Avec son type room, ça va me servir après tout à l'heure pour pouvoir mettre à jour les bonnes informations. On a la même chose pour les players et on a la même chose pour les différents ordres. Et surtout, j'étais un peu trop vite, on n'oublie pas de fermer toujours parce qu'on joue avec des flux et donc il faut penser à les fermer pour éviter de tout laisser ouvert. Sur la partie publication, maintenant, on va avoir deux méthodes de publier un événement sur le flux. Le premier, c'est quand vous êtes à un niveau contrôleur, donc vraiment dans vos contrôleurs REST, vous allez pouvoir récupérer donc, des commandes qui viennent, là en l'occurrence sur les posts. Donc là, l'exemple, c'est quand vous vous connectez à la salle. Et donc sur ce endpoint, vous allez pouvoir récupérer, donc on va faire un certain nombre de traitements, et ensuite on va récupérer la liste des abonnés à ce flux. Une fois qu'on va avoir cette liste, on va, pour chacun des flux, on va créer un événement et émettre l'événement comme quoi il y a un nouveau player qui est arrivé et vous avez l'information dans le flux et donc votre front va pouvoir réagir. On n'oublie pas cette encapsulation pour venir enlever l'émetteur si il se trouve qu'il est déconnecté et qu'on n'a pas détecté le fait qu'il soit déconnecté. Et ça va permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs, en tout cas au moins dans vos stacks, et surtout de continuer à envoyer à tous les autres qui sont abonnés. Maintenant, si votre événement il est publié depuis la couche service, vous allez avoir un petit peu plus de tuyauterie à mettre en place. Ici, on va utiliser encore une fonctionnalité native de Spring qui est les Application Event Publisher, où vous allez pouvoir donc déclarer un publisher et au moment, là en l'occurrence, d'envoyer une commande en cuisine, on va pouvoir construire un événement, donc événement qui a un type avec des données à l'intérieur, donc là en l'occurrence une commande et un identifiant,
Et cet événement, il va pouvoir être construit et envoyé sur le publish event. Donc là, on était au niveau service. Mais votre contrôleur, lui, il ne sait pas, il n'est pas au courant qu'il faut qu'il publie sur le SSE. Donc, au niveau du contrôleur, il va falloir faire une méthode qui va utiliser la notation event listener. Donc, comme son nom l'indique, elle va permettre d'écouter des événements. Elle va écouter des événements de type order update event. Et quelque part, la magie Spring va permettre de se brancher sur le flux d'événements que vous avez vu juste avant. Et après, on reprend l'élément classique, on reprend tous les émetteurs qu'on a, on crée notre réponse, on envoie à chacun de nos abonnés, et le front va pouvoir réagir. Maintenant, côté front, ce qui est intéressant, ça va être de stocker cette information, peu importe où, mais moi, je choisis les signal stores. Et surtout, ce qu'il y a à retenir, c'est que peu importe le langage, il va falloir débrancher ces données qui arrivent du serveur de la mise à jour de votre front, parce que ce qui est intéressant, ça va être de mettre à jour, de faire des mises à jour partielles et précises des éléments qui sont à remettre à jour, et surtout de ne pas reload tout le DOM, parce que sinon vous allez avoir quelques petits problèmes de perf. Les signal stores, ils sont cool parce qu'ils permettent de gérer et de réagir à des événements. Donc en fait, à chaque fois qu'on va recevoir un événement de type room, on va commencer par s'inscrire et se connecter au SSE. On va garder la connexion ouverte tout pendant qu'on ne reçoit pas une demande de déconnexion, ou alors d'une room synchrone ou polling. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la salle d'attente, au final, elle est en SSE. C'était plus simple d'avoir ça dans tous les cas. Et puis, à chaque fois qu'on va recevoir quelque chose, on va pouvoir faire une action. Donc moi, je les ai sortis, et là, on retrouve les types de rooms, les types d'événements qu'on avait reçus. Et donc, en fonction de chaque type d'événement, on va soit mettre à jour la salle, soit ajouter un player dans la liste des serveurs, soit ajouter une commande. Et on va aussi pouvoir... typer chaque payload pour que par la suite ça fonctionne mieux. Donc là, en gros, ce qu'on vous a montré, c'est à peu près l'implémentation de base. Et il y a deux cas dont on n'a pas parlé. C'est les cas de déconnexion, comment réagir quand il y a une déconnexion plus ou moins intempestive. Et le deuxième cas, c'est cette déconnexion, est-ce qu'il y a des moyens de l'éviter? Et est-ce qu'on peut fermer un peu tout ça proprement? Mais du coup, on retourne là où on avait ouvert notre connexion. Dedans, on a le handler sur le on-error, et on va pouvoir utiliser le ready state 2, parce que 2, c'était closed. Donc là, il y a intérêt de savoir de bien lire la doc. Sinon, on est un peu perdu. Et en fait, c'est close pour deux raisons. Soit ça s'est déconnecté, soit il y a une erreur. Donc, on considère que quand c'est close, on va quand il y a une erreur et que c'est close, on fait le on-error. Et sinon, on va émettre un nouvel événement avec un type qu'on a choisi. Donc moi, je l'ai nommé Temporary Disconnect, mais vous pouvez l'appeler Toto, ça marchera. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que au niveau du dispatcher, on va pouvoir faire quelque chose dans ce cas-là. Et là, moi, je vais réémettre un événement sur mon store pour dire, il y a une erreur qui s'est produite, fais quelque chose. Ça va permettre de la gérer. En fait, là, tout ce que Charline vous a présenté, c'est en fait une contre-mesure, parce qu'en fait, côté serveur, à chaque fois qu'il y a une reconnexion, c'est qu'il y a un problème, et donc en fait, vous avez des stacks d'erreurs qui pop. Bon, il y a quand même peut-être des choses qu'on peut faire pour limiter les problématiques de déconnexion. Et ça, on a mis un petit peu de temps à les identifier. Si on revient côté contrôleur, et particulièrement au niveau des trois méthodes que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, qui en gros disent qu'est-ce qu'on fait quand l'émetteur est fermé, quand il s'arrête de façon pas volontaire ou quand il y a une erreur dessus. À la base, ce qu'on faisait, c'était uniquement supprimer l'émetteur de la map qui stocke les abonnés, sauf que ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et donc là, en l'occurrence, on crée une petite méthode qui va permettre de faire un peu le ménage. Dans ce ménage, il y a évidemment le fait de retirer l'émetteur de la map,
mais on va surtout arrêter un thread, là en l'occurrence qu'on a appelé scheduler. Mais du coup, qu'est-ce qui fait ce thread? Et bien en fait, il fait pas grand-chose et pourtant c'est assez important. Il va en fait lancer un thread virtuel en mode démon, c'est-à-dire en arrière-plan de ce qui va se passer. Et ça va permettre de créer une impulsion au niveau de votre SSE, qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un événement, c'est-à-dire qu'en fait c'est un truc sur lequel vos clients ne vont pas réagir. Et en fait, quand on va démarrer ce truc-là, alors ouais, là j'ai un doute, ouais, quand on va démarrer ce truc-là, ça va périodiquement émettre un événement pour éviter le connection timeout et la pile d'erreurs, qui n'est pas forcément très très bien gérée d'un point de vue natif de Spring, et qui pète une erreur au niveau gestion du thread. Et ça, c'est pas très propre, c'est pas très beau, et ça génère des besoins de reconnexion côté front. Donc une fois qu'on a fait ces deux choses-là un peu plus tricky que toutes les autres qu'on vous a présentées avant, on va pouvoir avoir une connexion qui est beaucoup plus stable entre votre navigateur et votre back-end. Finalement, si on peut faire une petite conclusion sur les SSE, c'est très peu connu. C'est bizarre. Oui. C'est très peu connu, c'est quand même beaucoup moins complexe que les solutions réactives. Et c'est assez intéressant au niveau des effets qu'on peut rapidement avoir pour les utilisateurs, puisqu'ils sont au courant de ce qui se passe au fur et à mesure. Et c'est un peu la porte vers un monde qui est beaucoup plus réactif, puisqu'on peut voir ce que les autres font, au contraire des tableaux Jira qui, pendant un moment, on était obligé de refresh pour savoir où était notre ticket, sinon c'était long. Ce qui est super sympa, c'est que c'est pas bloquant. On peut faire autre chose pendant que l'action elle est faite. Par exemple, vous envoyez un fichier à l'antivirus, vous n'avez pas besoin d'être derrière votre écran à regarder le truc qui tourne. Vous recevrez l'information plus tard, sans être obligé d'aller la chercher. Et du coup, on va préserver les back-ends au final, puisqu'on limite les échanges entre le front et le back. On limite tellement les back-ends que ce qui s'est passé tout à l'heure, si vous avez dû vous reconnecter, c'est parce qu'en mode polling, vous étiez trop nombreux à vous être connectés et vous avez écroulé la RAM disponible en fait. Ça va changer aussi des choses au niveau de nos outils de conception, ou surtout au niveau de nos modes de conception, avec tout ce qu'on vous a présenté autour des topics. Alors attention, si vous êtes habitué à l'événementiel et peut-être un peu plus au mode standard des événements, on pense plutôt en file d'attente qu'en mode topic. Et donc du coup, là, ça change un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Attention aussi à la segmentation des flux, soit par rôle, donc dès la conception avec les types, ou bien avec des rôles carrément au niveau sécurité pour pouvoir venir les filtrer. Essayez d'anticiper les histoires d'affinité de section dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'autant plus que là, pour ce point-là, la réponse est vraiment pas triviale. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est vraiment des points complexes. Sur nos écosystèmes, au final, ils sont prêts parce que c'est du HTTP, ça change pas trop. On peut facilement mettre en place chez un client qui autorise que des échanges HTTP. C'est compatible avec tout, Angular, React, du JS tout court, ça marchera aussi. Et on peut le brancher à un store ou autre pour essayer. Surtout, il faut le brancher à un store ou autre pour décolorer la vue de la mise à jour de l'information. Et côté back-end, vous pouvez l'utiliser nativement avec du Java, du Spring. Vous n'avez même pas besoin d'être sur du Java réactif type Webflux ou ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin, sauf à multi-backend, d'être sur des reactive drivers. Donc ça veut dire que vous pouvez le faire dès votre implémentation standard que vous connaissez déjà. Par contre, attention, Event Source, c'est une spécification serveur. Voilà, une spécification navigateur. Donc, ce n'est pas adapté aux échanges serveur-to-serveur. Si vous avez des échanges événementiels à avoir entre différents serveurs, faites pas ça. Revenez sur vos piles Kafka ou n'importe quoi qui fait de l'événementiel, mais pas sur du SSE. Et au final, que ce soit côté front, il y a quelques subtilités, mais je pense qu'on vous a donné toutes les clés. Une fois qu'on a toutes les clés, ça va. Il faut se connecter avec des endpoints. On peut écouter et publier. Et il faut quand même générer toute cette notion de reconnexion des connexions pour pas
pour pas laisser les utilisateurs dans le flou. Et puis surtout, il y a un dernier point dont on n'a pas forcément parlé ici, mais c'est comment est-ce que vous allez gérer vos erreurs. Parce que quand vous faites on va dire du REST standard, vous gérez vos erreurs à base de code HTTP, normalement. Donc là, ça ne va pas être le cas. C'est-à-dire que si vous avez une erreur qui se produit dans un traitement asynchrone, il va falloir malgré tout prévenir votre front au travers d'un événement. Et donc votre conception d'erreur, elle va changer aussi. Et donc du coup, il faut vraiment penser aussi les cas d'erreur dans vos cas d'utilisation. Puis il reste une question, c'est nos amis imaginaires, parce que vous ne pouvez pas finir sans en parler. C'est quand même un bouleversement qui nous touche tous dans la tech, les agents IA. Il y a un truc qu'on a remarqué, parce qu'on en a profité sur cette application pour tester et voir ce que ça a donné. Il faut lui demander explicitement ce que vous voulez, parce qu'il ne va pas spontanément proposer du SSE. Si vous lui donnez tous les diagrammes de séquence qu'on vous a présentés, il s'en sort quand même beaucoup plus. Il comprend le contexte et il génère du code cohérent. Il faut faire attention quand même, parce que sur toutes les notions listener, publisher, il en met partout. Et côté front, il a tendance à se prendre les pieds dans les événements et il fait des boucles. Et donc c'est assez pénible comment dire, à débugger. Bah, merci à tous. On espère que ça vous a plu. Et vous avez les feedbacks et les slides. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, les gens ont juste envie de manger des sushis, mais... Ils en ont trop servi. Pas de questions, vraiment? C'était tout était clair? Ah, si. Déjà, merci pour ce talk très intéressant. Tu as insisté plusieurs fois sur la difficulté à prendre en compte en cas de scaling du back. C'est plus compliqué, entre guillemets, que de juste, accent sur le juste, faire par exemple une gateway, un discovery, où il y a des choses en plus à prendre en compte. Voilà. J'espère que ma question... Ouais. C'est là où, tu vois, sur cette question-là, il y a vraiment, suivant la maturité et sur quel type d'infrastructure tu vas être déployé, tu vas pouvoir avoir plein de solutions pour soit répondre à ton problème, soit t'en créer de nouveaux, voire les deux d'un coup. Le pattern dont tu parles, il peut être intéressant effectivement sur la partie discovery, mais en fait, le problème qui se passe, c'est quand il se passe quelque chose sur un back-end, comment t'informes le deuxième qu'il faut qu'il prévienne ses abonnés. Et celui-là, même ce pattern-là, il ne va pas te permettre de faire ça. Donc il y a vraiment des questions, si vous rentrez dans ces cas-là, auxquelles vous n'avez pas envie de répondre, en fait. J'avoue. Je comprends. Voilà. Merci. Petit truc, la dernière slide, des slides, justement, il y a toutes les sources. Donc si vous voulez les codes sources, etc., tout est dans les slides. Donc je remets le QR code si vous voulez aller plus loin. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Merci.